Les relations des écrivains français avec le mouvement de mai 68 et ses répercussions ont été longuement analysées dans le travail de Patrick Combes, qui est issu de sa thèse, mais son enquête s'arrête aux années 1980. Or, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont paru ces 2 dernières décennies, on en a cité pas mal ces derniers jours. Je pense que le dernier paru en France, c'est 1 an après d'Anne Wiazemski. Et c'est également mai 68 que Claude Arnault, biographe de Cocteau et de Chamfort, a choisi de mettre au centre d'un récit donc, qui a paru en 2010. Alors, les 3 jalons de ma lecture seront les suivants. Alors d'abord, comment s'inscrit dans Qu'as-tu fait de tes frères l'articulation de l'autobiographique et du politique. Ensuite, comment l'auteur parvient-il à transmettre l'effet de souffle de 68? Et enfin, en quoi ce récit, qui se veut également une petite fabrique d'une identité, se singularise-t-il dans la longue série des romans, des mémoires, qui ont pris 68 pour centre? Alors, dans ce qui est appelé un auto-roman de formation, c'est l'étiquette qu'il lui donne, Claude Arnault évoque son enfance et sa jeunesse. 3e enfant d'une fratrie de 4 garçons, il est élevé dans une famille de la classe moyenne, aisée, à Boulogne-Billancourt. Quand le récit commence, le narrateur se présente. J'ai 7 ans, les joues rondes et un sourire malicieux, un torse qui pointe et des cuisses dodues. Le fouillis de boucles auburn qui se dressent sur ma tête, comme autant de points d'interrogation, m'a fait surnommer Clodion le chevelu, du nom du premier souverain mérovingien. Bon, à la même page, on va apprendre son nom patronymique, Arnaud. Et il faudra attendre quelques pages pour apprendre son prénom, révélation d'ailleurs qui va être assortie d'une brève réflexion sur le trouble dans le genre. Lassé d'avoir des garçons, mes parents ont passé un compromis en me baptisant Claude. Et confusément, je fais mon possible pour qu'ils ne regrettent pas la petite fille enjouée qu'ils n'ont pas eue. Donc le lecteur ne manque pas de noter l'identité onomastique entre auteur et narrateur. Observation qui fut sans doute celle des jurés du prix Jean-Jacques Rousseau, oui ça existe, lesquels décernent à Claude Arnault en 2011 un prix donc, qui est réservé aux récits de nature autobiographique. Ce récit obéit à une structure chronologique qui épouse le fil du temps de 1962 à 1996. Très régulièrement, le narrateur donne au lecteur des repères dans le temps en indiquant soit son âge, soit l'année. Exemple, né en 1964, un 4e fils, Jérôme, mon cadet de 9 ans. Néanmoins, l'apparente continuité chronologique ne doit pas masquer un traitement en accordéon du temps. On a 80 pages à peu près pour la période 1962-67, 174 pages pour la période 1968-75, 97 pages pour la période 1976-96. Donc une place de choix est accordée au cœur du récit, aux événements de 68, à proprement parler, ainsi qu'aux formes de contestation qui ont suivi mai 68 jusqu'au milieu des années 70. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au tout début du récit, Claude a 7 ans. Ses 2 frères, Philippe et Pierre, ont respectivement 11 et 14 ans. La famille habite 35 avenue Ferdinand Buisson, à Boulogne-Billancourt, à la frontière entre le parisien et bourgeois 16e arrondissement, et une banlieue qui décrit sans délinquance. Les problèmes, écrit-il, ont été repoussés vers les usines de Billancourt ou vers Malakoff et ses blousons noirs. Donc de ce monde dévitalisé de la porte de Saint-Cloud, le narrateur donne l'image d'un lieu à la lisière, sans histoire, vide de tout fait divers, de tout événement notable comme de toute trace mémorable. Voilà ce qu'il dit. Ni la guerre, ni l'histoire n'ont laissé la moindre trace dans ces artères désertes. L'actualité même est indétectable. Rien ne s'y passe, jamais de moderne ou prestigieux. Donc les 3 frères comblent le vide événementiel et la platitude du quartier par des lectures effrénées
dans une union sectaire secrète, je cite, et une autarcie passionnée, tandis que les parents ne leur accordent qu'une existence périphérique. Une fois par an, les Arnaud partent en vacances dans le berceau de la famille maternelle, la Corse. Le chef incontesté du clan, le grand-oncle, Jean Zuccarelli, député depuis 1962, dirige la section corse du Parti radical, et les interminables repas familiaux sont le moment où les histoires politiques burlesques croisent les blagues les plus salaces. Et à ce moment-là, la politique est, aux yeux de Claude, une affaire de grande personne. En fait, il va falloir attendre quelques pages pour que la politique entre dans le roman avec le chapitre intitulé « Les événements ». La première manifestation étudiante du 3 mai, au quartier latin, n'est encore qu'un événement rapporté par le grand-père et l'oncle, puis par la radio. Tout m'apparaît brumeux à moi qui n'ai jamais mis les pieds au quartier latin, avoue Claude. Alors, quelle physionomie mai 68 va-t-il prendre d'abord pour ce garçon de 13 ans? Alors d'abord, c'est l'agitation du lycée, le sien. Le lycée Claude Bernard, qui se change en un forum fébrile. Et l'agitation du lycée de son frère Philippe, le lycée Michelet de Vanves, symbole du lycée caserne avec ses 3000 élèves et ses bataillons de pensionnaires qui fait sécession le 10 mai. Alors ce sont aussi de grands et petits désordres que parfois la mémoire collective a oubliés. D'une part, la Corse est devenue injoignable par téléphone car les opératrices chargées de prévenir la famille ont décroché leur combiné. D'autre part, les fossoyeurs eux-mêmes ont posé leurs pelles au cimetière de Boulogne et les cercueils s'entassent dans les allées. Mai 68, pour Claude, c'est enfin une expédition en solitaire à Paris qui lui permet de découvrir la Sorbonne occupée et l'Odéon. Au mépris des strictes consignes de prudence parentale, il se fait prendre en autostop par une Amicis, une vieille voiture qu'on a un peu oubliée, qui a trouvé de l'essence, par miracle, et parvient sur le boulevard Saint-Michel. Je découvre enfin Paris, et Paris, par un hasard bouleversant, est en révolution. Et ce premier choc est suivi d'un second en écho. Je découvre enfin l'histoire, cette dimension du temps, dont je croyais avoir été exclue à jamais en laissant porte de Saint-Cloud. De l'Odéon, du théâtre de l'Odéon occupé, espace-temps utopique, reste une image carnavalesque où se croisent des étudiants fatigués qui hurlent des consignes, des occupants qui se sont affublés des costumes du Cid, de Phèdre, Voyage du Figaro, trouvés dans les réserves, et enfin une foule épuisée et fébrile. Alors, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est que dans son auto-roman de formation, Arnaud suggère la conjonction de la crise politique et de la crise familiale. Mai 68, en effet, va susciter le débat familial. On parle, écrit-il, pour la première fois politique en famille. La fratrie se scinde. Les deux frères cadets font équipe. Bon, le dernier, le quatrième est trop petit quand même pour participer à 4 ans à ce genre d'événement. Donc les deux frères cadets font équipe dans une même exultation, tandis que l'aîné, en classe préparatoire au concours scientifique, vit très mal cette flambée d'anarchie antiscolaire et va même adhérer au comité de défense de la République lancé par Charles Pasqua. La suite du récit s'emploie à élucider l'explosion familiale et à montrer comment, dans l'immédiat après 68, la crise politique et sociale retentit au sein de la famille jusqu'en ébranler les fondements. Alors en fait, le premier chapitre annonçait déjà une scénette comique la subversion de la loi patriarcale. Ce premier chapitre a un titre significatif, il s'intitule « Anticipation ». D'un point de vue narratif, il est un peu isolé parce que le narrateur dans ce chapitre est un narrateur hétérodiégétique, alors que dans le reste, vous avez un narrateur autodiégétique. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ces 2 pages? Le narrateur hétérodiégétique brosse le tableau de 3 frères réunis le soir dans leur chambre, chacun employé à lire, alors que le père, Hubert, a intimé à ses fils l'ordre de dormir. Le Benjamin lit une fresque dessinée retraçant la percée alliée de juin 1944. Le cadet dévore les mémoires d'outre-tombe et l'aîné lit Thucydide. Hubert se rue dans la chambre pour les surprendre, dérape, je cite, sur le parquet tout juste ciré,
tente de se rattraper à une poignée et se casse le nez en tombant la tête première, selon par qui. Les trois frères, donc émergés dans leur récits historiques respectifs, ont bafoué et ridiculisé l'autorité paternelle. Et cette ouverture aux accents d'apologue prend tout son sens dans la suite du récit. En fait, on voit un père pris dans la tourmente des événements politiques et qui voit complètement ses trois fils aînés, enfin les trois premiers fils, lui échapper. Alors la dérive d'abord de son aîné, qui va être déclaré schizophrène, et la contestation des deux autres décuple son autoritarisme. C'est la citation 1. Le père affectueux et lointain se charge en un pater familias du Lautrère, impatient d'appliquer enfin les recettes éducatives de sa jeunesse. Autrefois moderne, l'officier élégant et sportif ne nous paraît plus qu'un vieux con sentencieux. Il nous donne des directives comme à ses matelots obéissants, fomente malgré lui la révolte du Potemkin, version familiale. Et cette dernière expression qui associe en un raccourci humoristique le souvenir de la mutinerie du cuirassé lors de la Révolution russe de 1905 au démembrement de la famille Arnauld est caractéristique en fait du style de Claude Arnauld, c'est-à-dire le rapprochement d'une scène politique et du huis clos familial qui intimise l'une et fait signifier l'autre avec une vivacité narrative qui va conduire en fait au cours du récit le lecteur du comique au tragique. Alors, à certains égards, cet autoroman de formation peut se lire également comme une chronique historique et sociologique. La narration des événements de 68 et de l'après-68 donne lieu à une intéressante galerie de portraits qui prête au récit la couleur des mémoires. Tour à tour des Phil Cohn-Bendit, nouveau Robin des Bois aux yeux du personnage adolescent, Pierre Victor, alias Benny Lévy, à l'intelligence démoniaque qui aurait hypnotisé un poulet, Robert Linhart, Félix Guattari, qui rêve à la fois d'être Joyce et Lacan, Hélène Sixous, aux yeux poissons, soulignés de colle, au timbre diffus et capiteux qui s'insinue dans la psyché comme un opium, et qui avait son professeur à Vincennes. Donc c'est une archéologie affective qui s'élabore avec des objets tels des totems ou des marqueurs d'époque, comme la voiture prénommée donc la Missis, ou la rubrique Agitation du monde. Des lieux emblématiques aussi comme le théâtre de l'Odéon, l'université de Vincennes, où le personnage narrateur va devenir étudiant en 1975. Ce sont aussi l'inscription des slogans dans le récit, tels des fragments graphiques de mai éparpillés au cours des pages. Alors, intitulé roman par l'éditeur, primé comme autobiographie et malaisément défini par son auteur, qui reconnaît ne pas sentir spontanément les frontières des genres, qu'ils soient sexuels ou littéraires, le récit comporte 8 notes de bas de page, un ensemble de notes assez disparates, qui comprend des citations de Pérec, de Deleuze, des portraits de gens que Claude Arnauld a côtoyés, un ouvrier des imprimeurs libres et l'écrivain Daniel Guérin, l'explicitation du sigle UDR, initial du parti gaulliste, un trait anecdotique concernant le père, une allusion au meurtre de Bruay-en-Artois, fait divers de 72, qui a été alors très médiatisé et exploité par les militants d'extrême gauche. Alors, comment interpréter la présence de ces notes de bas de page, emblèmes, finalement, plutôt des livres de sciences humaines, et indices de probation? Alors, on peut y voir les signes de présence d'un auteur soucieux d'être compris du lecteur, qui ne serait pas très au courant de l'actualité des années 70. On peut y voir aussi une volonté éparse de juridiction, ou plus chèrement, comme le suggère Jablonka dans son manifeste intitulé « L'histoire est une littérature contemporaine », le fait qu'il existe un point de contact entre littérature et sciences sociales, et une littérature du réel, désireuse non d'inventer, mais de mettre en intrigue le réel pour mieux le comprendre et le cerner. Quelle que soit la signification à donner à ces notes, l'écriture de Catuchet de Treffrère répond à une intention certaine. Il s'agit non pas de représenter le passé, mais de faire renaître l'expérience du passé, de rendre la dimension vécue de l'histoire, de, écrit Claude Arnauld, restituer l'air si particulier de ce temps-là, avec son piquant, fait de pollen, de hashish et de gaz lacrymogène.
Donc c'est une appréhension sensuelle de 68 qui nous est donnée, avec un accent mis dans le roman sur les impressions olfactives en particulier. Là aussi, citation, Claude pénètre dans l'Odéon occupé, citation 2, je reste à regarder, bouche bée, sinus ulcéré, j'éternue comme un damné, pleure des narines autant que des yeux, il est 5 heures de l'après-midi, je ne sais plus où je suis. Les gens affluent de partout en criant, comme impatients de se défaire de leur complet grisâtre pour s'affubler de redingotes et de sabres en toque, en spectateurs impatients de monter sur la scène. Toute la vie qui fait défaut dans mon quartier converge vers ce lieu plein, chaud, bizarre, que la fumée des cigarettes, la pâleur des lustres et le cliquetis des armes rendent encore plus désirable. Alors la volonté de faire renaître le passé dans son actualité explique le choix du présent de narration tout au long du récit. Claude Arnaud a évoqué dans le dernier chapitre du roman, intitulé Da Capo, ainsi que dans de nombreux entretiens journalistiques, les conditions de la genèse du récit et du déclenchement de l'écriture. Alors en fait, c'est une opération à l'hôpital Cochin pendant l'été 2008, l'impression d'être, dit-il, dans l'antichambre de ce pays sans fond où ses aînés l'attendent, ses frères aînés l'attendent. Donc cette opération et avec cette opération, la prise de protoxyde d'azote qui a été nécessitée par l'opération, qui suscite un afflux de souvenirs d'enfance et d'adolescence d'une intensité telle que l'opéré a la sensation d'avoir de nouveau accès à ses moi antérieurs. Donc le corps malade lui restitue dans sa fraîcheur une vie d'avant qu'il s'empresse de prendre en note. Et l'élaboration des notes en récit va être étayée par la consultation de photos utilisées comme une sorte de médium, par la relecture des lettres qu'il a gardées de cette période et aussi par la relecture du journal sauvage, je cite, qu'il a tenu lorsqu'il était étudiant. Donc un présent de narration extensif s'impose, sauf dans l'avant-dernier chapitre, pour restituer l'électricité ambiante de l'avant et de l'après 68, ainsi que l'impression liée, et c'était cela qui m'intéressait surtout, de profusion des possibles. Alors, il y a le choix du présent, mais ce choix du présent est également associé à l'utilisation de la première personne et d'une perspective qui est celle du personnage Claude. Donc on a l'illusion que l'histoire est contemporaine de sa narration et que le narrateur est refoulé dans les coulisses. Et donc, ce qui est mis au premier plan, c'est le récit riche en péripéties. Ainsi, le lecteur immergé dans l'actualité de l'événement ressent l'extension du champ des possibles, selon l'expression de Sartre, telle qu'elle pouvait s'offrir à l'adolescent des années 70. Pour celui-ci, toutes les expériences paraissent envisageables, expérimentation politique, mais aussi sexuelle, ivresse des sens, sollicitée jusqu'à plus soif. L'apparente défatalisation du monde, suscitée par la crise politique, et son ouverture sur l'inconnu, conduit le personnage narrateur à chercher confusément à vivre de façon romanesque. Et il y a aussi dans Qu'as-tu fait de tes frères la volonté de rendre le romanesque de cette époque débridé et frénétique. Et ça correspond à ce que, je vous donne l'exemple dans la citation 3. À force d'arpenter la capitale, j'en viens à m'identifier au mouvement même de l'histoire. Je veux croire que les imbéciles, les peines à jouir, les colonels à médaille, les ingénieurs fumant la pipe, les psychologues, normatifs, les dames catéchistes finiront par tomber sous nos assauts répétés. Comme les enfants des croisades qui déferlaient vers les Saintes Maries de la Mer en balayant tout sur leur passage, sous prétexte de délivrer la Terre Sainte, je pense précipiter l'avènement d'un monde fondé sur la communauté des biens et des corps. Je porte une torche imaginaire à bout de bras, j'en viens à acquérir un titre sauvage de propriété sur certains coins de Paris. Je suis Fantomas, semant la police par les toits, Paris m'appartient. Donc l'intertextualité est convoquée, la croisade des enfants de Marcel Chaube à Fantomas, et le brouillage inconclu des références donne à cette page l'allure d'un roman d'aventure parodique où le narrateur pose sur les personnages qu'il fut un regard bienveillant et amusé. Et une des vertus du présent de narration est également de favoriser l'humour dans ce texte. Partageant le présent du héros, le lecteur sourit à la naïveté et à l'humour né du décalage entre l'innocence prétendue du héros et le savoir probable du narrateur adulte. Et on retrouve dans certains épisodes, et en particulier dans celui du préadolescent harcelé dans la Sorbonne, occupé par un tout petit homme au trait lisse, insignifiant,
dont la main baladeuse frôle le froc et les fesses du garçon, quelque chose du roman d'apprentissage et d'une de ses formes avant-courrières, le récit picaresque. Alors, s'il importait à Claude Arnaud de restituer dans son récit l'effet de souffle de 68, il s'agissait aussi pour lui de montrer la fabrique de l'identité, de montrer comment il s'est construit, d'expliquer comment un sujet se fabrique au moment où tout se défait, où la société et la famille vacillent. Alors, au début, il y a un lecteur, un enfant lecteur qui lit passionnément. Et puis d'abord élevé dans une petite société fraternelle à 3 membres, Claude se retrouve seul et désemparé quand l'aîné quitte le foyer familial pour une chambre de bonne parisienne et que le cadet, Philippe, un peu trop agité, est expédié par le père comme pensionnaire au lycée Michelet de Vanves. De là cet aveu, je trouve rude d'avoir à me construire seul après avoir commencé à 3. Incapable de donner forme au fluide que j'abrite, je me vois comme un pot pourri de traits propres et d'éléments d'emprunt. Cela ne fait pas un moi crédible. Bon, heureusement, les événements 68 arrivent. Donc Claude sort de sa solitude, retrouve une nouvelle complicité avec Philippe, son frère, est porté par un mouvement collectif et se trouve tout heureux de dire à nouveau nous. Et donc au refus de la loi patriarcale succède le salut par l'idéologie. L'idéologie a l'avantage de m'offrir une vision globale du monde, à l'inverse de l'ensemble disparate d'habitudes, de bon sens et de lieux communs qui servent de pensée à mes parents. Alors Claude va s'essayer successivement au militantisme trotskiste, puis au militantisme maoïste. Alors il est recruté dans la cour du lycée par Thierry Jonquet, et il prend le pseudonyme, enfin d'ailleurs c'est Jonquet qui lui donne le pseudonyme de Bastien, et il va vendre donc lutte ouvrière dans les couloirs du métro et dans les banlieues bétonnées. La discipline monacale qui règne à la Ligue communiste révolutionnaire ne convient pas aux Bastiens de 15 ans qui se sent plus l'âme d'un rêveur anarchisant que d'un militant. Exit Bastien. Deuxième expérience, plus longue, 2 ans plus tard, Claude découvre la gauche prolétarienne maoïste. Et cette fois, c'est lui-même qui choisit son pseudo, et ce sera Arnulf, véritable nom de guerre dans une mouvance politique qui prend volontiers pour référent la résistance armée dans la France occupée. Quand lutte ouvrière le confinait dans un rôle de supplétif, la gauche prolétarienne, interdite, le hisse d'emblée au sommet. Le petit marxiste jouant en flipper se sent devenir un acteur de l'histoire en marche. Et l'adolescent de diffuser des tracts, de vendre la cause du peuple, d'occuper la faculté de Jussieu, de défiler aux 4 coins de Paris, de prêter main forte aux immigrés et de travailler chez un imprimeur libre. Néanmoins, les années ont passé, on est au début des années 70, la violence de symbolique est devenue physique. La nouvelle résistance populaire, elle de choc de la gauche prolétarienne, qui est donc dirigée par Olivier Rollin, achève, je cite, de militariser l'organisation. La mort de Pierre Auvernay, jeune militant maoïste tué par un vigile de l'usine Renault, l'obscure affaire Pierre Goldman, militant d'extrême gauche devenu truand qui défraie la chronique médiatique et judiciaire, la prise en otage d'un cadre de la régie Renault, Robert Nogrette, tout ça c'est autant d'épisodes qui résonnent comme une sanction de l'euphorie précédente et qui dégrisent le personnage de Claude qui va être soulagé quand la nouvelle résistance populaire va s'autodissoudre en 73. Mai 68 a dégagé une chaleur orgiaque, mais je ne me vois pas souffler ad vitam aeternam sur les braises. Les révolutions sont belles à leur aurore, mais l'âge leur est cruel et je ne veux pas vieillir en défilant. Après m'avoir semblé l'origine de toute pensée, l'idéologie par son systématisme même s'impose à mes yeux comme une forme incomplète d'intelligence, un facteur ultime d'obscurcissement. J'apprends à moins dire nous et à penser je. Alors en fait, la fabrique de l'identité dans Qu'as-tu fait de tes frères entrecroise 2 fils. L'apprentissage politique, d'une part, la sexualité, d'autre part, qui est l'autre fil rouge du récit. Pierre, le frère aîné, enfermé dans une abstinence sexuelle impasse qui est vécue douloureusement, jusqu'à la folie. Philippe, bien qu'ayant assumé son homosexualité, reste prisonnier d'interdits profondément intériorisés.
Seul, Claude, le troisième, multiplie les expériences, aimant les femmes, les hommes et les travestis. La présence, écrit-il, de ces êtres à l'identité réversible m'euphorise. La subtile odeur de sacristie qui émanait du clergé laïque trotskiste l'avait éloigné de la Ligue communiste révolutionnaire. Plus tard, le puritanisme de Pierre Victor, alias Béni-Lévy, dirigeant de la gauche prolétarienne, sème le doute dans son esprit. Révolution et plaisir sont-ils nécessairement incompatibles? Alors, s'il y a une révolution dans laquelle Claude se reconnaît, et qu'il poursuit bien au-delà de 68, c'est celle de la libération du corps et du désir. C'est celle de la quête d'une sexualité dissociée de la procréation. Quelle chance, écrit-il, j'ai eu de grandir dans une époque encourageant le désir. L'extension du champ des possibles est passée du plan politique au plan identitaire et sexuel dans une époque qui a privilégié la politisation des corps. Pendant toutes ces années d'apprentissage, le jeune Claude refuse de choisir entre tous ces possibles, n'hésitant pas à invoquer son caméléonisme. Au personnage de Claude, âgé de 22 ans, y attaché cet aveu: j'aimerais détenir ma définition conforme à mon désir, mais suis bien incapable de la produire. Donc la résurrection des différents personnages qu'il fut, de Clodion à Claude, en passant par Bastien et Arnulf, répond au besoin de se récapituler. Chaque tournant biographique, chaque conversion culturelle et politique, révélant une part de soi tenue dans l'ombre, laquelle viendra enrichir, mais aussi déstabiliser le récit identitaire. Alors, quelques mots pour conclure. Sans doute, n'est-ce pas un hasard que l'écriture de soi narrative ait succédé à l'essai « Qui dit je en nous ?» qui est un essai qui est écrit 2 ans ou 3 ans auparavant. La réflexion théorique sur le processus qui fait de soi un sujet et la thèse développée par Arnaud, selon laquelle l'époque contemporaine est propice à la fabrication d'égos morcelés et volatiles, est parfaitement illustrée par son récit « Qu'as-tu fait de tes frères ?» Claude Arnaud a trouvé la formule narrative capable de dire les jeux successifs. On sait que le modèle de la somme autobiographique organisée et centripète paraît périmé à beaucoup d'écrivains depuis les années 70. Pour autant, Claude Arnaud n'a pas opté pour la miniaturisation, l'hybridation, la fragmentation des récits autobiographiques en faveur chez ses contemporains. Il entreprend un cycle, en fait, au large en pan chronologique, puisque le récit d'enfance et d'adolescence qui constitue l'essentiel de Qu'as-tu fait de tes frères a été suivi d'un deuxième récit, Brève saison au paradis, qui évoque les années 1980, et que Claude Arnaud compose actuellement le 3e tome de la trilogie. Donc il renoue avec un projet totalisateur. Mais s'il renoue avec ce projet totalisateur, il ne s'agit pas non plus d'un récit à la posture rétrospective qui viserait à expliciter la construction d'une identité unique. Le récit de Claude Arnaud permet de dire comment l'individu se bricole par à-coups, rebonds, rejets, représentant d'une génération, parce qu'il se revendique comme tel, représentant d'une génération qui a eu, plus que d'autres générations, la possibilité de s'inventer, avec, dans cette ivresse de liberté, une part d'ombre, peut-être. Finalement, ce récit où le narrateur est plus embarqué qu'engagé, ne constitue ni l'écriture de justification de confession, ni un reniement, ni un exercice de nostalgie, ni une démonstration, une apologie. C'est avant tout un effort de compréhension, d'élucidation, de reviviscence, le récit vitaliste d'un narrateur qui s'est construit contre le rejet suicidaire du monde que manifestaient ses 2 frères. Voilà ce qu'il écrit. C'est un privilège d'être en vie. Ce le fut doublement de l'être dans les années 70. Tout est plus morne et âpre aujourd'hui. Je remercie le sort d'avoir permis à Bastien le trotskiste puis à Arnulf le maoïste de s'épanouir alors et de les avoir retirés sans trop de dommages du jeu. Ils m'ont fait vivre des choses dont j'aurais tout ignoré, loin du climat si particulier d'alors. Ils m'ont donné le plaisir d'être sur Terre au moment précis où j'aurais souhaité surgir.